Mes parents m'ont expulsé en disant, tu ne seras jamais rien. 3 ans plus tard, ils ont découvert qui j'étais devenue. Mais avant d'en arriver là, je dois raconter comment tout a commencé cette nuit de décembre qui a changé ma vie pour toujours. J'avais 19 ans lorsque j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir violemment. Il était 2 heures du matin. J'étais assis à mon bureau, entouré de livres de programmation, la lumière de l'ordinateur portable éclairant mon visage fatigué. J'avais passé les dernières 16 heures à étudier, programmer, apprendre. Mon café était déjà froid, mes yeux brûlaient, mais j'étais si près de terminer ma première application. Raphaël. La voix de mon père a tranché le silence comme une lame. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, en pyjama, le visage rouge de colère. 2 heures du matin et tu es encore sur cette foutue machine. Ma mère est apparue derrière lui, les bras croisés. Son regard disait tout, déception, fatigue, mépris. Je connaissais bien ce regard. Je le voyais tous les jours depuis des mois. Papa, j'ai juste besoin de finir ce. Finir quoi? Il fit 3 grands pas jusqu'à mon bureau. Un autre petit jeu inutile? Une autre de ces bêtises que tu appelles projet? J'ai essayé d'expliquer. Ce n'est pas un jeu, c'est une application de gestion financière pour petites entreprises. J'ai déjà 3 clients intéressés. Des clients intéressés. Il rit, mais n'avait rien d'humoristique. C'était du pur sarcasme. Tu sais combien de factures sont arrivées cette semaine? Tu sais combien ça nous coûte de te nourrir pendant que tu joues au programmeur? Ma mère s'approcha. Sa voix était plus basse, plus tranchante. Raphaël, nous t'avons tout donné. Nous avons payé une école privée, des cours particuliers, une faculté d'administration. Et que fais-tu? Tu abandonnes tout en 2e année pour suivre ton rêve. Elle fit des guillemets avec les doigts. Les rêves ne paient pas les factures, mon fils. J'ai ravivé ma salive avec difficulté. Cette conversation avait déjà eu lieu des dizaines de fois au cours des 6 derniers mois, depuis que j'avais suspendu mes études en administration qu'ils avaient choisies pour moi. Mais quelque chose dans l'air était différent cette nuit-là. Il y avait une finalité, une décision déjà prise. Je vais y arriver, maman. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. L'application est presque prête, et j'ai déjà des contacts avec des investisseurs qui... Des investisseurs. Mon père frappa la table de la main, faisant sursauter les livres. Tu as 19 ans. Tu n'as pas de diplôme, pas d'expérience, rien. Ces investisseurs se moquent de toi derrière ton dos. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Il cria. La veine sur son front pulsait. Je comprends que j'ai un fils fainéant qui passe toute la journée enfermé dans sa chambre, prétendant travailler, pendant que ta mère et moi nous tuons pour payer les factures. Des larmes brûlaient mes yeux, mais je refusais de les laisser tomber. Pas devant eux. Je ne prétends rien. Je travaille 14, 16 heures par jour. J'étudie, j'apprends, je crée. Tu crées de la merde. Mon père attrapa un de mes cahiers, rempli de codes et de schémas sur lesquels j'avais travaillé pendant des semaines. Ça ne vaut rien. Personne ne te paiera pour griffonner ces foutaises. Il jeta le cahier au sol. Les pages se dispersèrent. Des mois de travail, de nuits blanches, de recherche, éparpillés par terre comme des déchets. Quelque chose s'est brisé en moi. Papa, s'il te plaît. Ça suffit, Raphaël. Ma mère prit la parole, posant une main sur le bras de mon père pour le calmer. Mais ses yeux étaient froids lorsqu'elle se tourna vers moi. Nous avons pris une décision. Ton père et moi en avons longuement discuté. Mon cœur accéléra. Quelque chose de mauvais arrivait. Tu as 2 options, continua-t-elle, d'une voix contrôlée, presque professionnelle. Soit tu retournes à la faculté d'administration lundi, tu trouves un emploi à temps partiel dans quelque chose de réel, et tu arrêtes cette absurdité de programmation. Elle fit une pause. Le silence tomba lourdement. Ou tu quittes cette maison. Le monde sembla s'arrêter. Je les regardais, l'un après l'autre. Je cherchais un signe que ce n'était qu'une menace, une tactique d'intimidation. Mais le visage de mon père était figé, inflexible. Vous êtes
Vous êtes en train de m'expulser? Nous te donnons un choix, dit mon père. Une dernière chance de te réveiller et de faire face à la réalité. Tu ne seras rien dans cette vie en suivant ton chemin de fantaisie. Rien. Tu comprends? Tu n'as pas assez de talent, pas assez de discipline, pas assez de contact. Tu vas finir à 30 ans, vivant chez un ami, programmant pour des miettes, regrettant de ne pas nous avoir écoutés, ajouta ma mère. Nous essayons de te sauver de toi-même. Je l'ai regardé. Mes parents. Les personnes qui étaient censées croire en moi quand plus personne ne croyait. Et tout ce que je voyais était du mépris et de la déception. Donc c'est ça mon choix? Ma voix sortit plus ferme que prévu. Renoncer à tout ce que j'aime, à tout ce que je suis, ou perdre ma famille? Tu es déjà en train de perdre ta famille ainsi, dit mon père froidement. Au moins, de cette façon, tu as une chance de la récupérer quand tu grandiras et comprendras que nous avions raison. Je me levai. Mes jambes tremblaient, mais je restai debout. Je n'abandonnerai pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère secoua lentement la tête, comme si j'étais une cause perdue. Mon père se contenta de pointer la porte. Alors c'est décidé. Tu as jusqu'à demain midi pour faire tes affaires et partir. Vous ne pouvez pas faire ça, murmurai-je, même si je savais que c'était faux. J'étais majeure. Légalement, il ne me devait rien. Nous le faisons, répondit mon père. Et un jour, quand tu vivras chez quelqu'un, sans argent, sans avenir, tu te souviendras de cette nuit. Tu te souviendras que nous avons essayé de te prévenir que tu ne serais jamais rien dans cette vie. Ils sortirent de la chambre. La porte se ferma dans un son sec, définitif. Je m'effondrai sur ma chaise, regardant l'écran encore allumé, affichant des lignes et des lignes de code. Mon application presque prête. Mes rêves éparpillés sur le sol avec les pages de mon cahier. Je pris mon téléphone, les mains tremblantes, et appelai Lucas. 3 sonneries. 4. 5. Allô? Sa voix était ensommeillée, confuse. Lucas. Ma voix se brisa. Il. Raphaël? Mec, qu'est-ce qu'il se passe? Il est 2 heures du matin. Mes parents m'ont expulsé. Les mots sortirent en un murmure brisé. Ils m'ont donné jusqu'à demain midi pour quitter la maison. Silence de l'autre côté. Puis, j'arrive. Non, ce n'est pas la peine. 20 minutes. Attends-moi. Il raccrocha avant que je puisse protester. Je regardai autour de ma chambre. Les murs qui m'avaient vu grandir, les posters de technologie que j'avais accrochés à 15 ans quand j'ai découvert la programmation pour la première fois, l'étagère pleine de livres, certains de programmation que j'avais achetés avec de l'argent d'anniversaire, d'autres d'entrepreneuriat empruntés à la bibliothèque et jamais rendus. Au-dessus de mon lit, il y avait une phrase que j'avais imprimée et collée à 16 ans, « Le succès est la meilleure vengeance ». Je trouvais ça inspirant à l'époque. Maintenant, cela semblait prophétique. Je me levai et commençai à ramasser les cahiers éparpillés au sol. Chaque page était précieuse, code, idées, schémas sur le fonctionnement de mon application. Mon père avait appelé ça des ordures. Mais je savais que ce n'en était pas. Je m'assis par terre, adossé au lit, serrant les cahiers contre ma poitrine, et laissai enfin les larmes couler. Je pleurais pour la famille que je perdais. Pour le soutien qui ne viendrait jamais. Pour les mots que je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire. Tu ne seras jamais rien. Ces mots résonnaient dans mon esprit, se mêlant aux larmes, à la colère, à la peur. Mais au fond, tout au fond, une étincelle têtue refusait de s'éteindre. Je prouverais qu'ils avaient tort. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas quand. Mais je le prouverais. Lucas est arrivé en 15 minutes, pas en 20. Il me trouva encore par terre, entouré de cahiers, les yeux rouges et gonflés. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté de moi, sur le sol, et resta là. Parfois, le silence d'un ami vaut plus que 1000 mots. Ils ont vraiment fait ça, dis-je après un moment. Ma voix semblait distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Mes propres parents m'ont jeté dehors comme un déchet. Tu n'es pas un déchet, dit Lucas fermement.
Ce sont eux qui sont des idiots. Ils pensent qu'ils me sauvent. Qu'ils me rendent service en me forçant à affronter la réalité. La réalité, c'est que tu es le mec le plus dévoué que je connaisse. Lucas se tourna vers moi. Sérieusement, tu travailles plus en un jour que la plupart des gens en une semaine. Tu fais juste les choses d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils avaient raison? Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Et si je perdais vraiment mon temps? Et si personne ne voulait payer pour ce que je fais? Alors tu le découvriras en essayant, dit Lucas. Mais au moins tu auras essayé. Au moins tu n'auras pas abandonné ce en quoi tu crois parce que quelqu'un, même tes parents, t'a dit que tu devais le faire. Nous restâmes assis là jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. À 6 heures du matin, nous avons commencé à faire mes valises. Je n'avais pas grand-chose, en réalité. 19 ans de vie tenant dans 2 grands sacs à dos et une vieille valise. Des vêtements pour une semaine. Mon ordinateur portable, mon outil de travail, mon avenir, mon tout. Les livres de programmation les plus importants. Les cahiers contenant mes codes. Une vieille couverture que ma grand-mère avait faite pour moi quand j'étais enfant. Tes parents ne sont même pas sortis de leur chambre, observa Lucas pendant que nous chargions mes affaires dans sa voiture. Ils pensent probablement que je vais frapper à la porte et supplier pour rester. Tu ne vas pas le faire? Je regardais la porte fermée de leur chambre. Une partie de moi, la partie effrayée, encore enfant, voulait courir jusque-là, m'excuser, promettre de retourner à la faculté. Mais une autre partie, plus forte, refusait. Non, répondis-je. Je ne vais pas le faire. Nous avons chargé tout dans le coffre de la vieille Corsa de Lucas. Je regardais la maison une dernière fois. La maison où j'avais appris à marcher, où j'avais eu ma première fête d'anniversaire, où j'avais découvert ma passion pour la technologie. Aucun rideau ne bougea. Aucune porte ne s'ouvrit. On y va, dit Lucas doucement, posant une main sur mon épaule. Nous sommes montés dans la voiture et sommes partis. Je ne me suis pas retourné. La maison de Lucas se trouvait à l'autre bout de la ville. Pendant que nous traversions les rues encore vides de ce samedi matin, mon esprit tournait en boucle. Que allais-je faire? Comment allais-je subvenir à mes besoins? Et si mon père avait raison et que personne ne voulait payer pour mon travail? Arrête de trop réfléchir, dit Lucas, m'arrachant à mes pensées. Je peux entendre tes neurones griller d'ici. Comment tu sais que je réfléchis? Parce que tu as cette tête du gars qui calcule toutes les façons dont tout peut mal tourner. Il me connaissait trop bien. Ma mère a déjà préparé la chambre d'amis, continua Lucas. Et avant que tu commences avec « je ne veux pas abuser » ou je ne sais quelle connerie, tu vas rester. Ma mère t'aime déjà plus que la tienne, alors relax. Donna Mariana nous attendait à la porte quand nous sommes arrivés. Elle me prit dans ses bras avant même que je sorte complètement de la voiture. Mon garçon, dit-elle en me serrant fort. Quelle absurdité. Une absurdité totale. Je ne veux pas vous causer de problèmes. Des problèmes? Elle me repoussa légèrement pour me regarder dans les yeux. Raphaël, tu as pratiquement grandi ici. Combien de fois as-tu dormi dans cette maison quand tu étais enfant? Combien de fois t'ai-je donné à manger, aidé avec tes devoirs? Beaucoup, avouai-je. Alors maintenant c'est mon tour de rendre ce que j'ai reçu. Tu vas rester ici aussi longtemps que nécessaire. Et je ne veux plus rien entendre sur « causer des problèmes ». Elle me guida à l'intérieur. La maison sentait le café frais et le pain grillé. Mon estomac gronda, je n'avais pas réalisé que je n'avais rien mangé depuis le déjeuner de la veille. D'abord, petit déjeuner, annonça TL. Ensuite tu te reposes. Ensuite on pense au reste. Mais je n'arrivais pas à penser à me reposer. Après le petit déjeuner, que j'ai plus forcé que vraiment manger, je suis allée directement dans la chambre d'amis. Elle était petite, mais chaleureuse. Un lit simple, une petite table, une armoire. La fenêtre donnait sur la cour où Lucas et moi jouions quand nous étions enfants. J'ai installé mon ordinateur portable sur la table et ouvert mon projet. Tu ne vas pas te reposer? Lucas apparut à la porte. Je ne peux pas, mes doigts volaient déjà sur le clavier. Je dois finir ça. Je dois prouver que. Je n'ai pas terminé la phrase, mais Lucas comprit. Très bien.
Mais promets que tu vas manger quand ma mère appellera pour le déjeuner. Je promets. Il referma doucement la porte, me laissant seul avec mon code. Je travaillais les 8 heures suivantes sans pause. Ligne après ligne de code. Testant, corrigeant, améliorant. Mon application de gestion financière pour petites entreprises était prête à 70%. Il me restait seulement à terminer le module des rapports et ce serait fait. À 5 heures de l'après-midi, mon téléphone vibra. Message de ma mère. Mère, tu es revenue à la raison? Je regardai le message longtemps. Ma première réaction fut la colère. Puis la tristesse. Enfin, la détermination. Je tapai ma réponse. Moi, non, je ne suis pas revenu et je ne reviendrai pas. Je vais vous prouver que vous aviez tort. La réponse arriva presque immédiatement. Mère, alors tu as fait ton choix. Ne reviens pas pleurer quand tout s'écroulera. Je bloquai son numéro. Puis celui de mon père. S'ils voulaient que je sorte de leur vie, alors c'est ce que je ferais. Je retournai au code avec une férocité renouvelée. Chaque ligne que j'écrivais était une réponse silencieuse. Chaque fonction qui marchait parfaitement était une petite victoire. Donna Mariana frappa à la porte à 7 heures. Raphaël, chérie, le dîner est prêt. J'arrive, Donna Marie. Je sauvegardai mon travail et descendis. La table était mise avec un repas simple mais délicieux, riz, haricots, steak aux oignons, salade. Toute la famille de Lucas était là. Le père, Monsieur Joao, mécanicien. La sœur cadette, Béatrice, 15 ans. Le frère aîné, Miguel, étudiant en ingénierie. Raphaël, dit Monsieur Joao en me voyant m'asseoir. Lucas m'a raconté ce qui s'est passé. Je ne savais pas quoi dire. Tes parents sont des imbéciles, dit Miguel en se servant du riz. Sans vouloir offenser. Miguel, réprimanda Donna Mariana. Mais c'est vrai? Qui expulse son propre fils parce qu'il veut suivre un rêve? Il pense qu'il me protège, entendis-je ma propre voix dire, sans savoir pourquoi. Protéger? Monsieur Joao secoua la tête. Protéger, c'est soutenir. Protéger, c'est être là quand les choses deviennent difficiles. Ce qu'ils ont fait, c'est de l'abandon. Ces mots me transpercèrent, parce qu'ils étaient vrais. Mais tu sais ce que tu dois faire maintenant, continua-t-il, me regardant droit dans les yeux. Quoi? Leur prouver qu'ils avaient tort. Pas par vengeance. Mais parce que tu mérites de te prouver à toi-même que tu en es capable. J'acquiesçai, un nœud dans la gorge. Et pendant que tu fais ça, ajouta doucement Donna Mariana, tu as une famille ici. Peut-être pas celle dans laquelle tu es né, mais une famille qui t'aime. C'en fut trop. Les larmes que j'avais retenues toute la journée jaillirent. Donna Mariana se leva et me prit dans ses bras pendant que je pleurais sur son épaule. Lucas posa une main sur mon épaule. Même Béatrice, habituellement timide, serra ma main. C'est bon de pleurer, murmura Donna Mariana. Pleure tout maintenant. Parce que demain, tu te lèveras et tu te battras. Et c'est exactement ce que je fis. Après le dîner, je retournai dans la chambre et travaillai jusqu'à 3 heures du matin. Je terminai le module des rapports. Je testai tout 3 fois. Mon application était prête. Gestion facile, un système de gestion financière pour petites entreprises. Simple, intuitif, puissant. Je regardais l'écran avec un mélange de fierté et de peur. Maintenant venait la partie difficile, faire en sorte que quelqu'un paie pour ça. Mais en contemplant le code que j'avais construit ligne par ligne, nuit après nuit, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti. I had to cut because of output limit. I will continue in the next message. Le lundi arriva avec un ciel couvert et une sensation d'urgence dans la poitrine. Je m'étais réveillé à 5 heures du matin, après n'avoir dormi que 2 heures, avec une idée claire en tête. J'avais besoin de clients. Réels. Payants. Je passai la matinée à créer un site simple pour gestion facile. Rien de très élaboré, je n'étais pas designer, mais fonctionnel. Il présentait le produit, listait les fonctionnalités, avait un formulaire de contact, et surtout, affichait un prix,
$2 par mois. Tu es sûr de ce prix? Demanda Lucas, regardant par-dessus mon épaule pendant que nous prenions le café. Ce n'est pas trop bon marché? C'est stratégique, expliquai-je. Les gros logiciels facturent 1000, 2000 reais. J'ai besoin d'entrer sur le marché en offrant quelque chose d'abordable pour les petits commerces qui ne peuvent pas payer ça. Ça a du sens. Mais comment tu vas trouver des clients? Bonne question. Je passais la journée à créer des profils sur toutes les plateformes de freelance que je trouvais. Workana, freelancer.com, 99 Freela. J'y proposais des services de développement web à bas prix, mais je mentionnais toujours Gestion Facile comme produit complémentaire. À 3 heures de l'après-midi, mon premier lead apparut. Donna Celia, propriétaire d'un magasin de fleurs au centre-ville, avait besoin d'un site. Elle avait vu mon annonce dans un groupe Facebook d'entrepreneurs locaux. « Combien vous demandez, mon chéri ?» demanda-t-elle au téléphone. Sa voix était douce, maternelle. « Ça dépend de ce dont vous avez besoin », répondis-je en essayant de paraître professionnel. Pour un site basique avec catalogue de produits, $3 300 reais? Elle sembla surprise. Un autre jeune homme m'a demandé 1200. Je commence, Donna Celia. Je suis en train de construire mon portfolio. Mais je vous promets que le travail sera excellent. Elle accepta tout de suite. Je passai les 3 jours suivants à travailler 16 heures par jour sur le site de la boutique de fleurs. Je me levais à 6 heures, travaillais jusqu'à minuit, avec seulement de petites pauses pour manger. Tu vas te tuer à ce rythme, disait Lucas, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque heure où je ne travaillais pas me semblait une heure gaspillée. Chaque minute était une occasion de prouver ma valeur. Je livrai le site le jeudi. Donna Celia fut tellement impressionnée qu'elle en pleura. Mon Dieu, c'est magnifique. Mieux que ce que j'avais imaginé. Vous aimez vraiment? Je ne pus cacher mon sourire. J'aime. J'adore. Raphaël, tu as un don. Un vrai don. Ces mots. Mon Dieu, ces mots comptèrent plus qu'elle ne le saurait jamais. Donna Celia, profitez-je du moment. J'ai aussi développé un système de gestion pour petits commerces. Vous seriez intéressé de le découvrir? Je lui présentai Gestion Facile. Je lui montrai comment elle pouvait contrôler les ventes, le stock, la trésorerie, tout au même endroit. Et ça coûte combien? 200 reais par mois. Elle réfléchit un instant. Je vais tester pendant 3 mois. Si ça fonctionne aussi bien que le site, je continue. Mon premier client payant. 200 reais par mois, ça ne semblait peut-être pas énorme, mais à ce moment-là, c'était tout. C'était la preuve du concept. C'était quelqu'un prêt à payer pour mon travail. Quand je raccrochai, je criai si fort que Donna Mariana accourut dans la chambre, croyant qu'il s'était passé quelque chose. Tout va bien, mon chéri? Mon premier client, Donna Marie. Mon premier client payant. Elle me serra dans ses bras en riant. Je le savais. J'ai toujours su que tu y arriverais. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir d'excitation. Je restais allongé à regarder le plafond, faisant des comptes dans ma tête. Si je réussissais à avoir 10 clients, ça ferait 2000 par mois. 50 clients, 10 000. 100 clients. Arrête de rêver et dors, grogna Lucas de la chambre d'accent grave côté. Les murs étaient fins. Mais je n'arrivais pas à arrêter de rêver. La semaine suivante, Donna Celia me recommanda à 2 amis chefs d'entreprise. 2 autres sites. 2 autres clientes potentielles pour Gestion Facile. La première, Donna Rosa, propriétaire d'une boutique de vêtements, accepta le site mais refusa le système. J'ai déjà mon petit carnet, mon chéri. Ça marche bien pour moi. La seconde, Luciana, propriétaire d'un petit cabinet de comptabilité, adora les 2. Ça va me faire gagner des heures de travail, dit-elle en naviguant dans le système. Raphaël, tu es un génie. 3 clientes. 600 reais mensuels récurrents. Un mois après avoir été expulsé de chez mes parents, j'avais gagné mes premiers 2000 reais. 1200 avec des sites, 600 avec Gestion Facile, 200 avec des petits freelances. Tu dois fêter ça, insista Lucas.
Je ne peux pas dépenser de l'argent pour rien. Une pizza. Une pizza ne va pas te ruiner. Nous avons commandé une pizza ce soir-là. Toute la famille réunie, célébrant mon premier, vrai revenu, comme Lucas l'appela. À Raphaël, porta un toast Monsieur Joao avec un verre de soda. Que ce ne soit que le début. Juste le début, répétai-je, mais au fond de moi, une partie avait encore peur. Et si ça s'arrêtait là? Et si ce n'était que mes seuls clients? Et si mon père avait raison? Comme s'il lisait dans mes pensées, Donna Mariana prit ma main sur la table. Je te vois travailler jusqu'à tard tous les soirs. Je vois ta détermination. Les gens comme toi ne échouent pas, Raphaël. Ils peuvent trébucher, ils peuvent mettre du temps, mais ils n'échouent pas. 2 mois plus tard, j'avais 12 clients sur Gestion Facile. 2400 reais mensuels. Plus environ 1500 de sites et de freelance. 4000 reais par mois. Je m'assis avec Donna Mariana et Monsieur Joao un dimanche après-midi. Je veux commencer à payer un loyer, annonçai-je. Raphaël, non. Donna Marie, s'il vous plaît. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi. J'insiste. 5 cents par mois. Pour aider aux dépenses. Elle regarda son mari, qui acquiesça lentement. Seulement si tu promets d'économiser le reste, dit-elle. Un jour, tu auras besoin de ton propre logement. J'acceptai. Avec 3500 restants, je commençai à constituer une réserve d'urgence. J'investis aussi dans un meilleur hébergement pour Gestion Facile, le système grandissait, il avait besoin d'une meilleure infrastructure. 3 mois après avoir été expulsé, je reçus un appel qui allait tout changer. Raphaël? Je m'appelle Dr Fernando Dia, je suis avocat. Donna Célia m'a recommandé ton travail. Mon cœur s'emballa. Dia et Associado étaient l'un des plus grands cabinets d'avocats de la région. Nous avons besoin de refaire complètement notre site et notre système de gestion de clients. Pouvez-vous venir au cabinet demain pour en parler? Je raccrochai, les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Lucas en voyant mon expression. Dia et Associado veut fixer un rendez-vous. Putain. Il jurait rarement. Mec, c'est énorme. C'était énorme. Immense. Terrifiant. Je n'avais pas de tenue adéquate pour la réunion. Lucas me prêta une chemise et un pantalon de costume, une taille au-dessus, mais ça devrait faire l'affaire. Tu vas y arriver, dit-il en ajustant la cravate qu'il m'avait prêtée, le lendemain matin. Souviens-toi, tu es bon dans ce que tu fais. Tu dois juste y croire. Le cabinet du docteur Dia était intimidant. Tout en marbre, verre et bois sombre. La réceptionniste me dévisagea de haut en bas avec une méfiance à peine dissimulée, probablement à cause de mes vêtements mal ajustés. Le docteur Dia va vous recevoir dans quelques minutes, dit-elle froidement. Je m'assis dans la salle d'attente, les paumes moites, révisant mentalement ma présentation. Monsieur Raphaël? Une femme élégante apparut. Je suis Patricia, l'assistante du docteur Dia. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. La salle de réunion était plus grande que ma chambre chez Lucas. Le docteur Dia était assis en bout d'une immense table en acajou, plongé dans des dossiers. Asseyez-vous, dit-il sans lever les yeux. Je m'assis, essayant de contrôler mon trac. Enfin, il me regarda. Il devait avoir une 50aine d'années, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, des lunettes de marque. Alors, c'est vous le jeune prodige que Donna Célia ne cesse de louer. Je ne sais pas si je suis un prodige, monsieur. Mais je travaille dur. Montrez-moi votre portfolio. Je passai l'heure suivante à présenter mes travaux. Le site de la boutique de fleurs. Celui de la boutique de vêtements. Le système que j'avais développé. Chaque projet expliqué en détail. Le docteur Dia posait des questions techniques difficiles. Je répondais du mieux que je pouvais, en admettant quand je ne savais pas quelque chose plutôt que d'inventer. Quel âge avez-vous? 19 ans, monsieur. Université? J'ai interrompu en 2e année. Il échangea un regard avec Patricia. Mon cœur se serra. Intéressant, dit-il finalement. Très intéressant. Je ne parvins pas à deviner ce qu'il pensait.
Notre site actuel est lent, dépassé, laid. Notre système de gestion de clients est un patchwork. Nous voulons quelque chose de moderne, rapide, intégré. Je peux faire ça. Je n'en doute pas. La question est, combien et pour quand? Je pris une grande inspiration. C'était maintenant ou jamais. 8000 reais pour le site complet et le système intégré. Délai de 45 jours. Silence. 8000. Le docteur Dia se pencha en avant. D'autres entreprises nous ont demandé entre 20 et 30 000. Et elles ont une structure, une équipe, des années sur le marché, répondis-je. Moi, j'ai de la détermination, du talent et un prix juste. En plus, j'offre 3 mois de support et de réglage gratuit. Il étudia mon visage pendant un long moment. 45 jours, c'est serré. Je peux y arriver, monsieur. Un autre long silence. Finalement, il tendit la main. C'est d'accord. Mais si vous avez un jour de retard, le montant est réduit de moitié. Je serrai sa main en essayant de ne pas montrer à quel point elle tremblait. Je ne serai pas en retard. Je sortis du cabinet en flottant. 8000 reais. C'était plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie. J'appelai Lucas dès que je mis le pied dans la rue. J'ai réussi, criai-je dans le téléphone. 8000 reais, Lucas. Putain. Sérieux? Les passants me regardèrent comme si j'étais fou. Je m'en fichais complètement. Cette nuit-là, je travaillais jusqu'à 5 heures du matin avec un sourire collé au visage. Chaque ligne de code était une réponse silencieuse à mon père. Chaque fonction parfaite était la preuve qu'il avait tort. Je serais quelqu'un. Je l'étais déjà. Les 45 jours suivants furent les plus intenses de ma vie. Je me levais à 5 heures du matin, je travaillais jusqu'à minuit, je ne m'arrêtais que pour manger rapidement et, parfois, même pas pour ça. Donna Mariana commença à laisser des assiettes de nourriture dans ma chambre parce que j'oubliais de descendre pour les repas. Tu vas finir à l'hôpital, disait-elle, inquiète. Plus que 40 jours, répondais-je. Après, je me repose. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de prouver quelque chose. À Dr Dia. À Donna Celia qui avait cru en moi. À Lucas et à sa famille qui m'avaient accueilli. Et, par-dessus tout, à mes parents. Chaque fois que la fatigue me frappait, chaque fois que je pensais à abandonner, j'entendais la voix de mon père, « Tu ne seras jamais rien ». Alors je retournais au code avec une fureur renouvelée. La deuxième semaine, je tombais sur un problème sérieux. Le système de prise de rendez-vous que Dr Dia voulait était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Il fallait l'intégrer à des calendriers externes, envoyer des rappels automatiques, gérer les conflits d'horaires. C'était un travail pour une équipe. J'étais seul. Tu as besoin d'aide, dit Lucas, me trouvant à 3 heures du matin, encore en train de taper frénétiquement. Je ne peux pas payer de l'aide. Alors demande à quelqu'un qui s'y connaît plus que toi. Qui? Internet, imbécile. Forum, communauté, j'en sais rien. Il avait raison. Je passai le lendemain sur des forums de programmation, à expliquer mon problème. À ma grande surprise, des développeurs du monde entier commencèrent à m'aider. Un gars d'Inde m'envoya un code de base. Une femme d'Argentine m'expliqua comment optimiser la base de données. Tu vois, dit Lucas. Tu n'es pas aussi seul que tu le crois. La 3e semaine, Dr Dia demanda à voir l'avancement. Mon cœur faillit s'arrêter, le système n'était qu'à 60% près. Mais quand je le présentai, il fut impressionné. C'est mieux que ce que j'attendais, admit-il. Continue comme ça. Le soulagement fut si grand que je faillis m'évanouir. La 4e semaine, un nouveau problème apparut, le serveur que j'utilisais ne supportait pas le volume de données. Le site devenait lent, plantait. Il me fallait une meilleure infrastructure. Qui coûtait de l'argent que je n'avais pas. Je m'assis avec mes économies étalées devant moi. 3000 reais. Si j'investissais dans un meilleur serveur, je me retrouverais presque sans rien jusqu'au paiement de Dr Dia. C'était un risque. Quelle est la probabilité que ça se passe mal? Demanda Lucas. Je ne sais pas. 20,
30%? Et la probabilité que ça se passe mal si tu n'investis pas dans le serveur? 100%. Le système va planter, je vais perdre le client, le paiement. Alors ce n'est même pas un choix, hein? J'investis les 3000 dans une meilleure infrastructure. Il me resta 200 reais sur le compte. Si ça foire. Je ne réussis même pas à terminer la phrase. Ça ne va pas foirer, dit Lucas avec plus de confiance que je n'en avais. Ça marcha. Le système se mit à voler. Rapide, stable, parfait. Je livrai le projet avec 3 jours d'avance. Dr Dia convoqua une réunion avec toute l'équipe du cabinet pour présenter le nouveau système. 15 avocats, 5 assistants, tous les yeux fixés sur l'écran pendant que je faisais la démonstration. Mes mains tremblaient. Ma voix vacillait au début. Mais à mesure que je montrais chaque fonctionnalité, chaque détail soigneusement pensé, je gagnais en assurance. Quand je terminai, le silence dura 3 secondes qui me semblèrent 3 heures. Puis Dr Dia commença à applaudir. Lentement, les autres suivirent. Messieurs, dit-il, ce jeune homme de 19 ans vient de nous livrer le meilleur système que nous ayons jamais eu. Et pour un 5e du prix demandé par d'autres entreprises. Patricia, qui m'avait toujours regardé avec méfiance, sourit pour la première fois. Vous avez dépassé toutes les attentes, dit-elle. Dr Dia me fit venir dans son bureau après la présentation. Raphaël, je dois te dire quelque chose. Mon estomac se noie. Est-ce qu'il y avait un problème? J'ai parlé avec d'autres chefs d'entreprise de la région. Tout le monde est impressionné par ton travail. Je vais te faire 3 recommandations personnelles. 3 recommandations. De l'un des avocats les plus respectés de la ville. Mais ce n'est pas tout, continua-t-il. Je veux te recruter pour la maintenance mensuelle du système. 500 reais par mois. Et il fit une pause, je veux utiliser ton gestion facile au cabinet. 500 de plus. 1000 reais mensuels récurrents. D'un seul client. Je ne sais pas quoi dire, Dr Dia. Dis que tu acceptes. J'accepte. Il rit en me tendant la main. Tu iras loin, garçon. Très loin. Quand je sortis du cabinet avec le chèque de 8000 reais en main, je dus m'asseoir sur un banc de la place parce que mes jambes ne me portaient plus. Je regardais ce morceau de papier. 8000 reais. Gagné avec mon travail, ma sueur, mes nuits blanches. Je pris mon téléphone, par impulsion, j'ouvris la conversation WhatsApp de mes parents. Toujours bloqué. Je pensais à les débloquer. À envoyer une photo du chèque. À dire, vous voyez? J'ai réussi. Je ne suis pas un raté. Mon doigt resta suspendu au-dessus du bouton de déblocage. Mais je n'appuyais pas. Quand je retournerais vers eux, et si je retournais, ce serait impossible à ignorer. Ce serait quand ils ne pourraient plus dire que c'était de la chance, une exception. Ce serait quand je serais indéniablement réussi. Je rangeai le téléphone et appelai Lucas. J'ai réussi. Je le savais, cria-t-il de l'autre côté. Mec, je savais que tu y arriverais. Lucas, je ne sais pas comment te remercier. Toi, ta famille. Arrête. On est des frères. Les frères n'ont pas besoin de remerciements. Ce soir-là, j'insistais pour emmener toute la famille au restaurant. Rien de trop chic, mon budget restait limité, mais un endroit sympa. À la famille qui m'a accueilli quand je n'avais rien, portai-je un toast. Et pour prouver que parfois, parier sur quelqu'un en vaut la peine. À Raphaël, dit Donna Mariana, les yeux brillants. Qui n'a jamais douté de lui-même, même quand tout le monde doutait. Certains doutent encore, murmurai-je, en pensant à mes parents. Alors tu leur prouves à eux aussi, dit Monsieur Joao. Mais pas pour la validation qu'ils peuvent te donner. Pour toi-même. Il avait raison. Dans les mois qui suivirent, les recommandations de Dr Dia se concrétisèrent. 3 autres cabinets me recrutèrent. Un comptable. 2 cliniques médicales. Mon gestion facile atteignit 50 clients. 10 000 reais mensuels récurrents. Avec les sites et les maintenances, je facturais 15 000 par mois. 5 mois après avoir été expulsé de la maison,
à 20 ans, je gagnais plus que mon père après 20 ans comme cadre dans la même entreprise. Tu dois formaliser tout ça, dit Lucas. Ouvrir une société, faire les choses dans les règles. Il avait raison. Je cherchais un comptable, l'un de mes clients, qui m'aida à ouvrir d'abord un statut de micro-entrepreneur, puis une société. Gestion Facile devint officiellement une entreprise. CEO, plaisanta Lucas en voyant les documents. Regarde-toi, un CEO. CEO d'une entreprise à un seul employé, dis-je en riant. Pour l'instant. 6 mois après avoir été expulsé, j'avais économisé 40 000 reais. Suffisamment pour, quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais c'était un matelas de sécurité qui me permettait de respirer plus tranquillement. C'est alors que je reçus un message d'un numéro inconnu. Numéro inconnu, Raphaël? Ici Rodrigo, ami de ta mère. Elle m'a donné ton contact. J'ai besoin d'un système pour mon entreprise. On peut en parler? Je restai à regarder ce message pendant 10 minutes. Ma mère avait donné mon contact. Ma mère, qui m'avait expulsé en disant que je ne serais jamais rien, était, en train de me recommander à des amis? Je ne répondis pas ce soir-là. Ni le suivant. La 3e nuit, Lucas me surprit en train de regarder, pour la 10e fois, le message toujours sans réponse. Réponds, mec. Pourquoi elle ferait ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a compris qu'elle s'est trompée. Peut-être qu'elle essaie d'aider de loin. Ou peut-être qu'elle t'a juste recommandé parce que tu es bon dans ce que tu fais. Comme si elle savait. Tu crois qu'elle ne te suit pas? Tu crois qu'elle ne demande pas de tes nouvelles aux gens? Je n'avais jamais pensé à ça. Finalement, je répondis. Moi, bonjour Rodrigo, oui, nous pouvons en parler. Quel est le meilleur jour pour vous? Je conclus avec Rodrigo un projet de 20 000 reais. Pendant la réunion, il mentionna négligemment. Ta mère a dit que tu es très bon. Elle avait l'air fière. Fière. Ce mot résonna dans ma tête pendant des jours. Mais ce n'était toujours pas suffisant. La fierté à distance, les recommandations par personne interposée, n'effaçaient pas les mots qu'elle avait prononcés. Qu'il avait prononcés. Tu ne seras jamais rien. J'avais besoin de plus. J'avais besoin d'être si indéniablement réussi qu'il ne pourrait plus faire comme si rien ne s'était passé. Et j'étais sur la bonne voie. 1 an après avoir été expulsé de chez mes parents, j'étais assis dans ma chambre chez Lucas, entouré de 3 ordinateurs portables, chacun exécutant une instance différente de gestion facile. J'avais 120 clients. Un chiffre d'affaires mensuel de 24 000 reais. Et je me noyais. Mec, tu dois engager quelqu'un, répéta Lucas pour la 1000e fois. Tu réponds à des tickets de support à 3 heures du matin. C'est insensé. Je ne peux pas encore payer un salaire. Alors propose une part. Un partenariat. J'en sais rien. L'idée resta coincée dans ma tête. Participation sociétaire. Transformer gestion facile en quelque chose de plus grand que moi. Je me mis à chercher. Je publiais des annonces dans des groupes de freelance, des forums de design, des communautés tech. Start-up en expansion cherche designer pour partenariat. Je ne peux pas payer un salaire fixe, mais j'offre une participation et un pourcentage sur les ventes. Je reçus des dizaines de réponses. La plupart douteuses, certaines clairement non qualifiées. Mais une ressortit du lot. Bonjour, je m'appelle Julia. J'ai 22 ans, récemment diplômée en design. Mon portfolio est en pièces jointes. Votre proposition m'intéresse, car je ne trouve pas d'opportunité dans le marché traditionnel. J'aimerais discuter. J'ouvris son portfolio. C'était incroyable. Propre, moderne, professionnel. Exactement ce dont j'avais besoin. Nous fixâmes un appel vidéo pour le lendemain. Julia apparut à l'écran avec des cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné, des lunettes épaisses, et un sourire nerveux. Alors, commença-t-elle. Une start-up d'un seul homme qui ne peut pas payer de salaire. Je vais être honnête, ça semble un peu désespéré. Je ris. C'est désespéré. Mais c'est aussi une opportunité réelle. Je lui montrai les chiffres. 120 clients.
Croissance mensuelle de 20%. Roadmap de fonctionnalité. Potentiel de marché. Gestion facile fonctionne, dis-je. Mais ça ressemble à un truc fait par un programmeur dans sa chambre. Parce que c'est exactement ce que c'est. J'ai besoin de quelqu'un pour transformer ça en quelque chose qui a l'air professionnel. Et qu'est-ce que vous proposez en échange? 20% de l'entreprise. Plus 5% de chaque vente venant directement de ton travail. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant. 20% d'une entreprise évaluée à. Honnêtement? Je ne sais pas. Mais si on grandit comme je le prévois, dans 2 ans on peut valoir 1 million, 2 millions. Et si on ne grandit pas? Alors tu auras perdu du temps dans quelque chose auquel tu croyais. Comme moi. Elle mordilla sa lèvre, pensive. Il y a autre chose, ajoutai-je. Je ne veux pas seulement une designer. Je veux une associée. Quelqu'un qui prend des décisions avec moi, qui pense au produit, qui construit tout ça avec moi. Pourquoi moi? Parce que ton portfolio est incroyable. Parce que tu es prête à prendre un risque. Et parce que quelque chose dans ton email m'a dit que tu comprends ce que c'est que de croire en quelque chose quand personne d'autre n'y croit. Elle sourit pour de vrai cette fois. Tu as été expulsé de chez toi à cause de ça, pas vrai? Je clignai des yeux, surpris. Comment tu sais? LinkedIn. Fondateur de Gestion Facile. Parti de zéro, littéralement. Les gens n'écrivent pas littéralement à moins que ce soit vraiment littéral. Elle était observatrice. Ça me plut. Mes parents m'ont expulsée parce que j'ai refusé d'abandonner, avouai-je. Ils disaient que je ne serais jamais rien. Et maintenant? Maintenant je prouve qu'ils avaient tort. Un client à la fois. Elle acquiesça lentement. J'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Je veux aussi participer aux décisions de produits. Pas seulement faire le design que tu demandes. Marché conclu. Julia commença la semaine suivante. Je lui envoyai tous les fichiers du système, mes idées désordonnées, les feedbacks des clients. 2 semaines plus tard, elle présenta un redesign complet. C'était magnifique. Professionnel. Intuitif. Julia, c'est parfait. Pas encore, corrigea-t-elle. Mais c'est mieux. Nous lançâmes la nouvelle version 1 mois plus tard. La réaction fut immédiate. Waouh, le système a complètement changé. Maintenant, ça ressemble à un logiciel d'une grosse entreprise. Vous avez engagé un designer? Quel upgrade! Avec le nouveau design, les ventes explosèrent. De 120 clients, nous passâmes à 200 en 6 semaines. On a besoin de plus de monde, dit Julia lors d'une réunion. Le support devient ingérable. Elle avait raison. Nous publiâmes une nouvelle annonce, cette fois pour un développeur. Miguel, 28 ans, venait d'être licencié d'une entreprise qui avait fait faillite. Expérimenté, talentueux et, surtout, prêt à accepter un petit salaire plus une participation. 5%, proposai-je. Plus un salaire de 2000 pour commencer. 2000, c'est bien en dessous du marché, remarqua-t-il. Je sais. Mais quand on grandira, tes 5% vaudront beaucoup plus que n'importe quel salaire. Il accepta. Avec Miguel gérant les nouvelles fonctionnalités, je pus me concentrer sur les ventes et la stratégie. Avec Julia supervisant le design et l'expérience utilisateur, le produit devint chaque jour meilleur. Nous avions besoin de quelqu'un pour le support. Carla, 25 ans, avait travaillé 5 ans dans un call center. Fatiguée, démotivée, elle cherchait quelque chose de différent. 3%, proposai-je. Plus un salaire de 1005 cents. Et je fais quoi exactement? Tu seras la voix de l'entreprise. Répondre aux clients, résoudre les problèmes, assurer leur satisfaction. Pourquoi un salaire si bas? Parce qu'on construit encore. Mais si tu nous aides à grossir, ta part vaudra beaucoup. Elle accepta. Soudain, je n'étais plus seule. Nous étions une équipe. Ma kitchenette devint trop petite. Nous travaillions entassés, moi à la table, Julia par terre avec son laptop, Miguel sur le lit, Carla où il restait de la place. C'est ridicule,
riait Julia. Mais c'est la chose la plus excitante que j'ai jamais faite. Bienvenue dans le monde des start-up, répondis-je. 2 mois plus tard, nous louâmes un petit espace. 10 mètres carrés dans un centre commercial un peu délabré. Mais c'était notre bureau. Le premier jour dans ce nouvel espace, nous restâmes debout à regarder la pièce vide. Regardez-nous, dit Miguel. Une vraie entreprise. Nous l'avons toujours été, corrigeai-je. Mais maintenant, on en a l'air. Nous achetâmes des bureaux d'occasion, des chaises inconfortables, un tableau blanc. Sur le mur, j'installai une plaque. Gestion facile, simplifier la gestion des petites entreprises. Et si on mettait ça ici, proposa Julia, me montrant une phrase imprimée. Quand ils ont dit que tu ne serais rien, tu as commencé à construire quelque chose. Je regardai la phrase, puis l'équipe autour de moi, puis notre petit bureau. Non, décidai-je. Pas encore. Quand l'histoire aura une fin meilleure, alors on la mettra. 1 an et demi après avoir été expulsé, Gestion Facile avait 400 clients. 80 000 reais mensuels. Une équipe de 4 personnes. Son propre bureau. Et un produit qui aidait vraiment les gens. Tu as déjà dépassé tes parents, dit Lucas un jour. Tu le sais, non? Ce n'est pas une question de les surpasser. Alors c'est quoi? Je réfléchis longuement. C'est pour me prouver quelque chose. Prouver que le gamin de 19 ans qui pleurait par terre n'était pas fou. Qu'il avait raison. Et tu l'as déjà prouvé. Pas encore, répondis-je. Pas encore. Raphaël, il y a un homme ici qui veut parler d'investissement. Je levai les yeux du code que j'étais en train de déboguer. Carla se tenait à la porte de mon minuscule bureau, une pièce qui ressemblait plus à un placard qu'à un véritable bureau, mais qui était la mienne. Quel genre d'investissement? Il dit qu'il est investisseur providentiel. Il veut connaître l'entreprise. Mon cœur fit un bond. Investisseur providentiel. Argent réel. Capital pour grandir pour de vrai. Fais-le entrer. Alberto Mendes avait une 50aine d'années, un costume impeccable, une mallette en cuir italien. Tout chez lui criait « argent ». Il observa notre minuscule bureau avec une expression que je ne parvins pas à décoder. « Alors, voici le fameux Gestion Facile », dit-il en s'asseyant devant moi. « Oui, monsieur. Comment nous avez-vous trouvé ? J'ai entendu votre nom circuler parmi les entrepreneurs. Je me suis renseigné, j'ai fait mes recherches. Des chiffres intéressants pour une entreprise aussi jeune. » Nous passâmes l'heure suivante à discuter du business. Il posait des questions pointues, techniques, financières, stratégiques. Je répondais avec honnêteté, je montrais nos forces, mais j'admettais aussi nos limites. Votre produit est bon, dit-il enfin. Mais pour être franc? Vous êtes trop jeune, trop inexpérimenté. Vous avez besoin de guidance, de capital, de quelqu'un qui a déjà fait ça. Je suis d'accord, répondis-je prudemment. J'investis 500 000 reais. Mais je prends 60% de l'entreprise. L'air sortit de mes poumons. 60%. Il voulait le contrôle total. Il voulait s'emparer de l'entreprise que j'avais bâtie depuis zéro. Monsieur Alberto, dis-je lentement, pesant chaque mot. 500 000 reais, c'est beaucoup d'argent. Mais 60%, c'est trop de contrôle. C'est le standard du marché pour des entreprises à votre stade. Peut-être. Mais cette entreprise, ce n'est pas seulement un business pour moi. C'est la preuve que je pouvais réussir quand tout le monde disait que je ne réussirais jamais. Les sentiments ne font pas croître une entreprise. L'argent le fait. L'argent aide. Mais l'argent sans passion, sans vision, sans l'âme qu'on y met, ça tue les entreprises. Il me regarda longuement, comme pour m'évaluer. Vous refusez un demi-million de reais? Je refuse de perdre le contrôle de ce que j'ai construit, corrigeai-je. Mais je vous remercie pour l'offre. Lorsqu'il partit, je m'effondrai sur ma chaise. Julia entra en trombe. Alors? Tu as accepté? J'ai refusé. Tu as fait QOI? Je lui expliquai les termes. Elle s'assit,
absorbant l'information. Un demi-million de reais, Raphaël. On aurait pu embaucher, investir en marketing, accélérer la croissance. Et perdre l'entreprise en chemin. Mais est-ce que ça vaut la peine de garder le contrôle si ça signifie grandir plus lentement? C'était une bonne question. Une question qui me garda éveillé toute la nuit. Et si j'étais trop orgueilleux? Et si je laissais mes sentiments ruiner une bonne décision? J'appelai Lucas à 2 heures du matin. Mec, tu sais quelle heure il est? Désolé. J'ai juste besoin de parler. Je racontai tout, l'offre, mon refus, mes doutes. T'as bien fait, dit-il sans hésiter. Comment tu peux être aussi sûr? Parce que si tu prends une position minoritaire maintenant, tu vas le regretter plus tard. Tu vas te sentir coincé, amer. Tu vas ressentir que t'as vendu ton âme. Et si c'était ma seule chance de vraiment grandir? Ce n'est pas le cas. Il y aura d'autres investisseurs. Avec de meilleures conditions. Tu dois juste être patient. Il avait raison. 3 mois plus tard, un autre investisseur apparut. Puis un autre. Avec de meilleures propositions. 2 ans après avoir été expulsés de chez moi, nous conclûmes une levée de fonds, 2 millions de reais pour 25% de l'entreprise. Une valorisation de 8 millions. Quand je signai le contrat, mes mains tremblaient tellement que je faillis laisser tomber le stylo. Ça va, demanda Julia. C'est juste que, 8 millions de reais. L'entreprise que j'ai commencée dans une petite chambre vaut 8 millions. Elle vaut plus, corrigea-t-elle. Tu as juste vendu un quart pour 2 millions. Avec cet investissement, tout changea. Nous louâmes un vrai bureau. 100 mètres carrés dans un bâtiment moderne. Nous embauchâmes 10 nouvelles personnes. Nous investissîmes massivement en marketing. De 400 clients, nous passâmes à 1200 en 6 mois. On est en train de voler, dit Miguel lors d'une réunion. On est en train de courir, corrigeai-je. Voler, c'est plus tard. L'argent en banque était irréel. Moi, qui avais sauté des repas pour économiser 500 reais, j'avais maintenant accès à 1,5 million, nous avions gardé 500 000 en réserve. Tu dois te payer un salaire décent, insista Julia. Tu vis encore chez Lucas. C'est ridicule. J'aime vivre là-bas. Ce n'est pas une question d'aimer. C'est une question de te valoriser. Tu es le CEO d'une entreprise de 8 millions. Tu vis chez quelqu'un depuis 2 ans. Elle avait raison. Je louais mon premier appartement. Petit, une chambre, mais à moi. Le jour du déménagement, Donna Mariana pleura. Tu seras toujours le bienvenu ici, dit-elle en me serrant fort. Je sais, Donna Marie. Et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. On n'a rien fait. Tu as tout fait toi-même. Pas seul. Jamais seul. L'appartement était vide au début. Juste un matelas à même le sol, mon ordinateur, quelques vêtements. Mais c'était à moi. Gagné avec mon travail. Ma boîte. Mon succès. Je m'assis par terre, le dos contre le mur, et appelai Lucas. J'ai réussi. Je sais. J'ai toujours su que tu réussirais. Non, tu comprends pas. J'ai réussi. J'ai mon propre endroit. Ma boîte. Mon équipe. J'ai vraiment réussi. Et comment tu te sens? Je réfléchis longtemps. Vide. Vide? Ouais. J'ai passé 2 ans à courir après ça. Et maintenant que je l'ai, je sais pas. Ce n'est pas ce que je pensais. Tu t'attendais à quoi? Que je me sentirais complet. Que prouver qu'ils avaient tort serait suffisant. Et ça ne l'est pas? Non. Parce qu'ils ne savent pas. Mes parents ne savent rien de ce que j'ai construit. Pour eux, je suis encore le gamin raté qu'ils ont expulsé. Alors dis-leur. Non. Pourquoi? Parce que quand je leur dirai et si je leur dis, ce sera impossible à ignorer. Ce sera tellement grand qu'ils n'auront pas d'autre choix que de reconnaître. Tu fais ça pour eux ou pour toi? Je n'eus pas de réponse. 3 ans. 3 ans depuis cette nuit de décembre où mon père avait pointé la porte.
3 ans de silence absolu. J'avais construit une entreprise de 8 millions de reais. Une équipe de 15 personnes. Plus de 2000 clients. Un chiffre d'affaires de 300 000 reais par mois. Et mes parents n'en savaient rien. Jusqu'à ce jeudi de mars. Raphaël. Julia entra en trombe dans mon bureau. Tu as SVU? Vu quoi? Vérifie ton email. Maintenant. J'ouvris ma boîte de réception. Là, un email, une invitation du programme Entrepreneur du Brésil sur Record News. Nous aimerions vous inviter pour une interview à propos de gestion facile et de votre parcours. Nous suivons la croissance impressionnante de votre entreprise. Mon cœur s'arrêta net. Entrepreneur du Brésil était l'une des émissions économiques les plus regardées du pays. Des millions de téléspectateurs. C'est énorme. Julia sautillait presque. Une exposition nationale, Raphaël. Mes parents regardent cette émission. Les mots sortirent avant même que je les pense. Et ils vont voir. Julia s'assit en face de moi. N'est-ce pas ce que tu voulais? Qu'ils voient? Je ne sais pas. Je croyais que oui, mais maintenant. Tu as peur. J'ai peur que ça ne change rien. Qu'ils regardent et se disent que c'est de la chance. Ou que. Que quoi? Que je réalise que ce n'était jamais à propos d'eux. Que c'était à propos de moi, depuis le début. Et si c'était le cas? Je ne répondis pas. J'acceptai l'invitation. Les 3 semaines jusqu'à l'enregistrement furent intenses. Média training. Préparation de discours. Révision de chiffres. Choix de vêtements. Vous devez être impeccable, dit notre nouvel attaché de presse. Première impression nationale. Pas de seconde chance. L'enregistrement eut lieu à Sao Paulo. Avion, hôtel 5 étoiles, payé par la production, voiture exécutive. Regarde-toi, dit Lucas en visioconférence la veille. Tout chic. Je suis terrifié. Par l'interview ou par tes parents? Les deux. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, le jour où ils t'ont expulsé? Quoi? Tu as dit que tu prouverais qu'ils avaient tort. Demain est ton moment. Au studio, les lumières me brûlaient les yeux. Des caméras partout. La présentatrice, Mariana Godoy, était encore plus impressionnante en personne. Nerveux? Demanda-t-elle pendant la préparation. Terrorisé? Avouai-je. Bien. Ça veut dire que tu t'en soucies vraiment. L'interview commença. Raphaël, vous n'avez que 22 ans et vous avez déjà construit une entreprise valorisée à 8 millions de reais. Comment tout a commencé? Et je racontais. Tout. La faculté que j'avais abandonnée contre la volonté de mes parents. L'expulsion. Dormir chez des amis. Travailler 18 heures par jour. Vos parents ont dit que vous ne seriez jamais rien, dit Mariana doucement. Comment avez-vous géré cela? La caméra zooma sur mon visage. Des millions de personnes regardaient. Au début, j'ai utilisé ces mots comme carburant, répondis-je. Chaque fois que je pensais abandonner, je me souvenais de cette phrase et je travaillais encore plus. Mais avec le temps. Avec le temps? Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas pour leur prouver quoi que ce soit. C'était pour m'y prouver quelque chose. Que je pouvais faire confiance à ma vision. À mes capacités. Que je pouvais construire quelque chose de réel. Et si vos parents regardaient en ce moment? Je regardais directement la caméra. Je dirais, merci. Merci de m'avoir poussé à un endroit où je n'avais pas d'autre choix que de croire en moi-même. Où j'ai dû découvrir qui j'étais vraiment, pas qui vous vouliez que je sois. Et merci de m'avoir montré exactement le genre de père que je ne veux jamais être. Mariana avait les larmes aux yeux. Probablement moi aussi. L'émission passa un jeudi soir, en prime time. Je regardais avec toute l'équipe, sur le projecteur du bureau. Quand l'émission se termina, silence. Puis des applaudissements. Patron. Carla pleurait. Vous avez tout déchiré. Mon téléphone explosa. Client. Partenaire. Ami d'enfance. Notification incessante. Puis je les vis. 2 messages.
2 numéros que je reconnaîtrais même endormis. Même après 3 ans de blocage. Mère, nous venons de regarder. Nous devons parler. S'il te plaît. Père, fils, pouvons-nous nous voir? Je t'en supplie. Je restai longtemps à fixer ces messages. Tu vas répondre? Demanda Julia doucement. Ma première réaction fut d'effacer. De bloquer encore. De continuer ma vie. Mais une autre partie de moi, peut-être celle qui avait 19 ans et faisait sa valise en silence, voulait une forme de clôture. Je tapais lentement. Samedi, 15 heures, café Jardim. 2 jours. 2 jours avant d'affronter mes parents pour la première fois en 3 ans. Tu sais ce que tu vas leur dire? Demanda Lucas. Aucune idée.